suis pas que mes héros. Chanteclair, L'Aiglon, Cyrano. Les personnages m'ont éclipsé. Comment lutter? D'ailleurs, pourquoi faire? Je ne suis pas un battant. Je suis Edmond Rostand. Poète. Rêveur. Hurluberlu. Pêcheur de lune. Éveilleur d'aurore. Je suis Edmond Rostand. Je mêle le tragique et le comique. J'écris. C'est ma façon de me battre et de croire. Je poursuis des rêves troublants et des amours impossibles. Je rêve au lieu de vivre. De mon enfance marseillaise, je conserve peu de souvenirs. Au lycée, je suis bon élève, sans plus. Je passe mon temps le nez à la fenêtre. Devoir de rhétorique. Monsieur Rostand, levez-vous. Vous avez imaginé le discours du poète Béranger refusant un fauteuil à l'Académie française. Vous donnez là un exemple déplorable, vous n'écoutez rien en classe, vous passez votre temps à rêvasser. On devrait vous bannir d'ici. Cependant, votre composition est si bien que je ne puis m'empêcher de vous donner la première place. Lisez. Ma muse, messieurs, est une enfant aux allures trop évaporées et indépendantes pour que vous puissiez la recevoir dans votre compagnie. Ma colombine aux jupons courts qui ne sait chanter que des refrains à boire. Vous voulez en faire une académicienne? Mais laissez-la donc pour ce qu'elle est, une coureuse. Et d'ailleurs, comment pourrait-on être de l'Académie alors que Molière lui-même n'en fut pas? À l'origine, papa me destine aux affaires étrangères ou à Saint-Cyr. À 17 ans, j'intègre le collège Saint-Stanislas à Paris, interne. Matricule numéro 406. J'en profite pour exalter mes camarades. Mes chers amis, voici mon conseil de poète. Soyez des petits Cyrano. S'il fait nuit, battez-vous à tâtons contre l'ombre. Criez éperdument lorsque c'est mal. C'est mal. L'idéal est fidèle autant que l'Atlantique. Il fuit pour revenir. Et voici le reflux. Qu'une grande jeunesse ardente et poétique se lève. On eut l'esprit critique. Ayez quelque chose de plus. Ayez une âme. Ayez de l'âme. On en réclame. De mornes jeunes gens, grimaces de vieux, se sont, après un temps de veulerie infâme, aperçus que n'avoir pas d'âme, c'est horriblement ennuyeux. C'est pourquoi je vous demande du panache. Cambrez-vous, poitrinez, marchez, marquez le pas. Tout ce que vous pensez, soyez fiers qu'on le sache. Et retroussez votre moustache, même si vous n'en avez pas. Ne connaissez jamais la peur d'être risible. On peut faire sonner le talon des aïeux, même sur des trottoirs modernes et paisibles. Et les éperons invisibles sont ceux-là qui tâtent le mieux. À l'âge de 20 ans, avec mon beau-frère, nous écrivons un vaudeville. Le Gant Rouge. Nous l'avons monté de bout en bout, embauché des comédiens professionnels, loué le théâtre de Cluny à Paris. Ma première œuvre
composé dans l'enthousiasme, restera à l'affiche 16 jours. Journal Le Temps. Il ne se trouve pas dans le gant rouge un seul mot spirituel, pas un trait en 4 actes. Cela est fort rare et tout à fait remarquable. Le Gaulois. Après le gant rouge, tout me sera du Molière ou, si l'on veut, du Labiche. Journal Le Figaro. Le gant rouge, n'insistons pas. Je suis un raté. Je vous aime et veux qu'on le sache. Ô raillés, ô déshérités, vous qu'insulte le public lâche, vous qu'on appelle comme moi des ratés, à vous qui portiez dans vos têtes de trop beaux idéaux rêvés, à vous tous, à vous grands poètes, aux poèmes inachevés, à vous dont la pensée énorme, trop large, ne pouvait entrer, sans la briser dans une forme, dans un moule, sans l'éventrer. À vous, peintres, que désespère la toujours fuyante couleur, et qui, devant un jeu de lumière, jetez vos pinceaux de douleur. Musiciens, pâles d'entendre en vous des accords merveilleux, et qui, de ne pouvoir les rendre, avez des larmes dans les yeux. À vous, paresseux égoïstes, qui gardez vos œuvres en vous. À vous, les grands, les vrais artistes, les emballés, les fous. Personnages funambulesques, laids chevelus et grimaçants, pauvre Don Quichotte grotesque, et d'autant plus attendrissant. Je suis votre ami, votre frère, un rêveur, un hurluberlu, enfant perdu de la bohème. Oh mes bons amis les ratés. À l'âge de 22 ans, je me marie. Mademoiselle Rosemonde Gérard, née le 5 avril 1871, sans profession. Comment? Poétesse. Oui, c'est ce que je dis, hein, sans profession. Voulez-vous prendre pour époux Monsieur Edmond Rostand, né le 1er avril 1868, homme de lettres et de droit? Comment? Poète aussi. Non bon. Rosemonde, une poétesse, de 3 ans ma cadette, mon amour. Rosemonde est petite fille d'un maréchal d'Empire et emporte dans son jupon une dot de 2 millions de francs or. Rosemonde, vous vivez trop parmi les lys. Les lys sont blancs, les lys sont fiers et purs, mais les lys sont troublants. Et maintenant, elle est tout à fait ravissante, la chambre à la clarté de la flamme dansante. Avec son joli désordre si mutin, là-bas sur la chaise le corps de satin. Le fouillis des jupons dont les blancheurs neigeuses font comme une cascade au dossier des causeuses. Et les petits souliers qui traînent au milieu de la robe tombée en rond devant le feu. Rosemonde me donnera 2 fils, Maurice et Jean. Je publie à compte d'auteur mon premier recueil de poésie, Les Musardises. Ah, la poésie, sans quoi les choses ne seraient que ce qu'elles sont. Ma deuxième pièce,
les deux Pierrot est refusé à la Comédie Française. Je tombe en dépression. Une tristesse horrible. Je vis dans des nuages gris, dans un froid glacial. Je n'aurais pas d'idée noire qu'il m'en viendrait. La vie m'est intolérable. Mais enfin, ma troisième pièce, les Romanesques, est acceptée aux Français. Du haut de mes 26 ans, Paris commence enfin à parler de moi, l'héritier de Musset et de Banville. J'ai soif d'art, d'une œuvre véritable, délicate, ciselée. Que faire? Si le soir, quand la lune sourit, tu rêves de t'asseoir sur le vieux banc de pierre au fond du parc, d'entendre la chanson de la brise, et si tu vas t'étendre par les matins d'été dans l'herbe sur le dos en regardant le ciel avec des yeux mi-clos, si le rythme t'émeut, si ton être tressaille quand s'envole une strophe, si ton cœur défaille quand un ami te lit des vers à haute voix, si le désir te prend devant ce que tu vois de l'exprimer avec une forme parfaite, si tu sens vaguement en toi s'agiter un poète, alors n'hésite pas. J'écris La princesse lointaine. Geoffroy Rudel, seigneur et poète du XIIe siècle, est amoureux de la princesse de Tripoli, qu'il n'a jamais vue. Pour elle, il franchit les océans, mais n'atteint son but que pour mourir entre ses bras. Mélisande, la princesse lointaine, vers qui se tournent tous les regards, ne pouvait être autre que Sarah Bernhardt. La grande dame qui a ému Victor Hugo en interprétant Donna del Sol. La déesse capricieuse, déjà au fait de sa gloire, accepte que je lui lise ma modeste pièce. J'aime les espoirs grands, les rêves infinis, car c'est chose suprême d'aimer sans qu'on vous aime, d'aimer toujours quand même sans cesse. Car c'est chose divine d'aimer lorsqu'on devine, rêve, invente, imagine. Le seul rêve intéresse. Vivre sans rêve, qu'est-ce? Eh bien, monsieur Rostand, êtes-vous malade? Non, madame. Mais vous m'écoutez? Voilà mon plus beau rêve réalisé. Sarah Bernhardt accepte le rôle. La princesse lointaine est créée en 1895. Mais fait à nouveau four. Sarah Bernhardt me console. Plus je vais, plus j'ai la certitude de n'être bon à rien. Plus j'ai la sensation que mon genre d'esprit répugne à toute production. Je suis artiste, rien de plus. Je suis né pour savourer des sensations et me bercer de songes et d'espoirs impossibles. Puis, pour me suicider un beau jour. Je ne suis pas courageux. Je suis lâche. Je me lance dans un nouveau projet. Cyrano de Bergerac. À l'origine, je ne souhaite aborder le sujet que d'un point de vue guerrier.
Rosemonde m'inspire l'intrigue amoureuse. Certains racontent que l'histoire d'Amoureuse et Conduit m'a été soufflée par un vaudeville médiocre. Roquelaure, ou l'homme le plus laid de France. Le duc de Roquelaure, bretteur, très généreux, doué d'un grand art de la conversation, est amoureux d'Hélène de Solange. Il n'ose se déclarer du fait de son grand nez. Son ami, Candale, bel officier, cadet de Gascogne, est également amoureux d'Hélène, mais n'a pas d'esprit pour se déclarer. Il demande au duc de lui glisser quelques compliments et donne rendez-vous à la belle. Le soir, dans l'obscurité, il laisse le duc prendre sa place. Vous voyez, rien à voir. Je propose le rôle de Cyrano de Bergerac à Constant Coquelin. Monsieur, vous êtes le plus grand comédien vivant. Merci de me recevoir dans cette loge à la Comédie Française. J'écris une pièce et je voudrais que vous créiez le rôle. C'est l'histoire d'un Gascon, un personnage hors norme, fier et courageux, poète, amoureux de sa cousine Roxane. Il n'ose lui avouer sa flamme car il est affublé d'un nez immense. Au premier acte, il défie un noble en duel qu'il tue au terme d'une ballade en vers qu'il improvise. Regardez. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmiton, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Coquelin me dit, je serai Cyrano. Il ne me reste plus qu'à écrire la pièce. Pendant les 2 mois de répétition, je passe mon temps à m'excuser auprès du maître Coquelin. Pardonnez-moi, mon ami. Je n'ai pas le droit de vous faire perdre votre temps pour une pièce qui ne sera jouée que 4 ou 5 fois. Tout le monde prédit un nouveau four. Moi le premier. Lundi 27 décembre 1897, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Première de Cyrano de Bergerac. 3 heures avant le lever du rideau, la comédienne, qui doit jouer Roxane, me fait savoir qu'elle est souffrante. Qui pour jouer le rôle? Qui pour la remplacer? Rosemonde, elle connaît le rôle par cœur. Elle se glisse dans le costume. Je me déguise en mousquetaire pour diriger les figurants pendant le premier acte. De l'autre côté du rideau, la foule s'impatiente. J'adresse un signe à Coquelin. Le rideau se lève. Cette soirée restera comme un événement sans précédent et unique dans l'histoire du théâtre. À la fin de la pièce, quand le rideau retombe, on rit, on pleure, on embrasse son voisin. La défaite de 1870 est oubliée. Il y a 41 rappels, 20 minutes d'applaudissements. À 1h du matin, sur les trottoirs des grands boulevards, les spectateurs refont encore la pièce. On parle de Molière ou de Victor Hugo, on évoque le Cid ou la bataille d'Hernani. Journal Le Figaro.
Voilà une soirée inoubliable qui nous permettra de nous écrier quand nous serons bien vieux. J'y étais. Ce qui allumera des lueurs d'envie dans les yeux des plus jeunes. L'écho de Paris. Hier, un grand poète a pris sa place dans la littérature contemporaine, et cette place n'est pas seulement l'une des premières, c'est la première. Le critique Émile Faguet. Edmond Rostand a l'imagination et l'image qui s'envolent comme un oiseau versicolore. Il a l'intelligence qui se communique à la foule par un verbe éclatant. Il a la force et la sensibilité, l'abondance et la variété, l'émotion et l'éclat de rire. Il a 29 ans et ouvre le XXe siècle d'une manière éclatante et triomphale. Moins d'une semaine après la première, Félix Faure me décerne la Légion d'honneur. En un mois, le texte est réimprimé 5 fois. Cyrano de Bergerac est traduit et interprété à Londres, New York, Saint-Pétersbourg. Jules Renard, mon ami, que feriez-vous après avoir écrit une telle pièce? Eh bien, je me reposerai pendant 10 ans. Sarah Bernard me félicite. Bravo pour votre triomphe, mon ami. Je suis venu vous exprimer le désir de tenir le rôle titre dans votre prochaine création. Il m'acclamera donc, ce grand Paris farouche. Tous les fusils seront fleuris. On doit croire embrasser la France sur la bouche lorsqu'on est aimé par Paris. Immédiatement, je me remets au travail. L'Aiglon, fils de l'empereur Napoléon, est un enfant enfermé dans un corps d'adulte. Il est écrasé par un destin qui le dépasse. C'est un être évanescent, chétif, souffrant. Je travaille pendant 6 mois. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs les figurants, voici le programme. 13h15, début des répétitions. 15h, arrivée du maître Edmond Rostand. 16h, arrivée de Madame Sarah Bernard. De 16h à 17h, toute la troupe se succède pour lui rendre hommage et lui faire le baise-main. 17h, on sert le thé à la grande dame. La répétition peut commencer. L'Aiglon est créé au théâtre Sarah Bernard le 15 mars 1900. Les critiques encensent Sarah Bernard. Le public accourt. La pièce est un triomphe. J'entre à l'Académie française. Plutôt que ne le furent à leur époque de Vigny, de Musset, Lamartine ou encore Victor Hugo. Messieurs les académiciens, ah, le panache. Voilà un mot dont on a un peu abusé et sur le sens duquel il faudrait bien que l'on s'entendît. Le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à la grandeur et qui bouge au-dessus d'elle. C'est quelque chose d'excessif, de voltigeant et d'un peu frisé. Le panache, c'est l'esprit de la bravoure. Oui, le courage dominant à ce point la situation qu'il en trouve le mot. Plaisanter face à un danger, c'est la suprême politesse. Un délicat refus de se prendre au tragique. Le panache est alors la pudeur de l'héroïsme, comme le sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Certes, les héros sans panache sont plus désintéressés que les autres, car le panache, c'est souvent dans un sacrifice qu'on fait, une consolation d'attitude que l'on se donne. Un peu frivole, peut-être. Un peu théâtral, sans doute. Le panache n'est qu'une grâce. Et cette grâce demande tant de force. Cette grâce est si difficile à conserver jusque devant la mort, que tout de même, c'est une grâce
que je nous souhaite. Je suis le poète national, le chantre de l'âme française. Pourtant, intérieurement, je frémis. Je sais bien que je ne parviendrai plus à m'égaler. Je n'ai plus rien à offrir. Je me trouve indigne de ma gloire. Pourquoi m'a-t-on choisi pour chasser la nuit noire? Oui, dès que j'ai rendu les cieux incandescents, l'orgueil qui m'enlevait tombe. Je redescends. Comment, moi, si petit, j'ai fait l'aurore immense et l'ayant faite, il faut que je la recommence? Mais je ne pourrai pas, je ne vais pas pouvoir, je ne pourrai jamais. Je suis au désespoir. Je me sens responsable. Ce souffle que j'attends reviendra-t-il? Je sens dépendre l'avenir de ce je ne sais quoi qui peut ne pas venir. Comprends-tu maintenant l'angoisse qui me ronge? Ah, le signe est certain lorsque son cou s'allonge de trouver sous les eaux des herbes. L'aigle est sûr de tomber sur sa proie en tombant de l'azur. La faisane de trouver des fourmis dans la terre. Mais moi, dont le métier me demeure un mystère, et qui du lendemain connaît toujours la peur. Suis-je sûr de trouver ma chanson dans mon cœur? Je n'ai plus qu'un immense désir de repos. La société me fait horreur. J'ai besoin de me sentir oublié. Ah, les médecins mettent des mots sur mes maudits papillons noirs. Angoisse, migraine, découragement perpétuel, insomnie. Le docteur me prescrit de l'air et du repos. Je pars m'installer dans les Pyrénées. Je pensais y rester quelques mois. J'y resterai 20 ans. Des années de calvaire. J'achète à Cambon-les-Bains 13 hectares de collines, de mauvaises terres et de broussailles. Je dessine les plans de ma future maison, Arnaga. J'ai une idée assez précise du résultat final. Il me faut une maison basque, typique, aux proportions parfaites. Avec un jardin à la française. Une pergola, un pigeonnier, une grotte, une orangerie, une roseraie, une fontaine, des écuries, une forge, une sellerie, une basse-cour, avec une statue de Cervantes, et une autre de Hugo. Pour l'aménagement intérieur, je sais aussi vaguement ce que je désire. Une galerie, une bibliothèque Art Nouveau, un bureau Empire, une salle à manger rococo, un fumoir, un boudoir, une chambre au directoire, des lustres, des miroirs, de la soie, des tapisseries, du marbre, de l'argent. Je fais assécher des marais et détourner une rivière. J'achète des tilleuls et des cyprès adultes que l'on a déracinés pour replanter dans mon jardin. Je dépense sans compter. Je passe des jours entiers, cloîtré dans ma chambre, les volets clos, silencieux, reclus, ne travaillant guère, et ne mangeant que le nécessaire.
Pourtant, je finis par me remettre au travail. Il me faut 6 ans pour écrire Chanteclair. Jamais une pièce n'a été autant attendue. Plus la pièce est annoncée, moins je trouve la force de travailler. Chanteclair est ce coq, convaincu par son chant de faire se lever le soleil. Il aspire à l'élévation de l'âme, mais vit dans un monde qui ne le comprend pas. Il concilie ses doutes avec la certitude orgueilleuse d'une mission à accomplir. Il est une métaphore du poète. Il est le héros et la victime. Je remonte à Paris. Les répétitions commencent. Tout doit être parfait. Il y a 129 animaux différents sur scène, 48 espèces de coqs, 195 costumes pesant chacun de 6 à 7 kilos. Tous les accessoires sont grossis 5 fois. Une niche de 2 mètres. Un épouvantail de 5 mètres. Une charrette de 9 mètres. 9 mètres. Pour la première, les spectateurs font le voyage du monde entier. La loge s'arrache à 1000 francs. La circulation sur les boulevards alentours est suspendue à 17 h. Les 2 premiers actes sont un triomphe. Dans sa loge, je vais féliciter Lucien Guitry, qui interprète Chanteclair. Il souffle avec sa compagne, une jeune comédienne nommée Jeanne Desclos. Il retourne en scène, mais a oublié un accessoire. Lorsqu'il revient dans la loge, il nous surprend, Jeanne et moi. Il ne dit rien et sort. Je le poursuis dans les coulisses et le supplie. Guitry! Battons-nous! Je suis à votre disposition. Mais n'anéantissez pas mon œuvre de 6 années. Il ne me répond pas. Sur scène, il se met alors à ânonner mon texte comme un débutant. Le public crie. C'est fini. Cette fois-ci, je retourne à Arnaga pour de bon. Ce sera mon tombeau. Je veux que l'on me laisse tranquille. Chaque jour sur moi est comme une pelletée de terre et d'oubli. Vouloir à l'histoire rajouter des chapitres. Et puis n'être qu'un front qui se colle à des vitres. Je tâche d'oublier quelquefois. Quelquefois, je m'élance à cheval, éperdument, je bois le vent. Je ne suis plus qu'un immense désir d'aller vite, de crever mon cheval et mon rêve. J'évite de regarder les peupliers au loin, pareil à des bonnets penchés de grenadiers. Je vais. Je ne sais plus quel est mon nom. Je hume avec enivrement la forte odeur d'écume, de cuir, de poussière et de gazon écrasé. Enfin, vainqueur du rêve, heureux, grisé, brisé. J'arrête mon cheval au bord d'un champ de seigle, lève les yeux au ciel et vois passer un aigle. Encore si en moi-même je pouvais avoir foi. Vous qui me connaissez, que pensez-vous de moi ? Mais quelques infidélités fatiguent Rosemonde. Nous faisons chambre à part. J'accueille la jeune poétesse Anna de Noailles. Dans ma chambre, nous discutons littérature. J'écris quelques poèmes. J'ai quelques projets en cours. Don Quichotte, Polichinelle, Jeanne d'Arc.
Je n'emmène aucun bien. La vie se traîne, calme et monotone. Je vais au fond du désespoir et je l'use. Lorsque la guerre éclate, en 1914, j'écris au président Poincaré pour m'engager. Mais voilà, je suis libéré des obligations militaires. Pourtant, que j'aurais aimé terminer ma vie sur le champ de bataille, et que ma mort signât mon œuvre. Au premier jour du choc tragique, lorsque nos cavaliers montaient vers la Belgique, on raconte qu'un soir, les cuirassiers français traversaient un hameau de Flandre, je ne sais plus lequel, et sur leurs chevaux couverts de roses, tous ils chantaient les dents serrées à bouche close, la Marseillaise. Ils la bourdonnaient seulement. C'était magnifique. Ce bourdonnement de colère latine au-dessus des corolles, c'était l'âme grondant, sans geste et sans parole. C'était la conscience et c'était la raison. Cela faisait un bruit d'orage et d'oraison. Pieux et menaçant, doré quoique farouche, on ne voyait pas remuer une bouche. Ce bourdonnement semblait sortir des fleurs, et ceux qui l'entendaient croyaient les yeux en pleurs entendre dans le soir en poussière vermeille comme une Marseillaise étrange des abeilles. C'est ainsi que, purs, ayant fait à dessein de leur hymne de guerre un murmure des saints, nos hommes s'en allaient vers le nord, plein d'embûches. Sauver le miel du monde et mourir pour les ruches. À Arnaga, je décide que tout doit être blanc. On repeint les volets. On couvre les bosquets d'hortensia, de pâquerettes, de narcisses. J'achète un chien et un chat blanc. Je fais lâcher 300 colombes sur la propriété. Plus rien ne m'amuse. Je ne suis plus qu'une ombre sans âme. Je vis de souvenirs comme un vieillard. Cyrano, l'aiglon, Chanteclair. À Arnaga, les arbres sont malades. On y sent comme un parfum de fin. Fin de la guerre. Fin d'une époque. Edmond Rostand est mort de la grippe espagnole à Paris le 2 décembre 1918. Jour anniversaire du soleil d'Austerlitz. Son premier fils, Maurice, auteur dramatique, poète, romancier, est mort en février 1968. Jean, son deuxième fils, biologiste, membre de l'Académie française, est mort en septembre 1977. Aujourd'hui, de la lignée d'Edmond Rostand, il ne reste plus personne. Cyrano de Bergerac
est entrée à la Comédie Française le 19 décembre 1938. Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa création, la pièce continue d'être montée et interprétée triomphalement à travers le monde. Hé, là-bas, qui frappe à lui du paradis? Oh, c'est l'âme d'un pauvre frère, mon bon monsieur. Je suis un portier sans faiblesse. Répondez. Sur terre, là-bas, alliez-vous entendre la messe? Pas souvent. On sait ce que cela veut dire, pas souvent. Mais notre bon Dieu est partout. Cela peut suffire de l'adorer hors du saint lieu. Lui faisiez-vous votre prière en vous couchant? En me couchant? Je ne me souviens pas, ça Pierre, mais peut-être bien. Enfin! Et la bonne chair? Je l'aimais assez. Et le vin? La bouteille aussi m'était chère. Bûtes-vous trop? Cela m'a de vin. Mais vous viviez comme un infâme. Et la vertu? Dame, j'aimais toujours une petite femme. Était-ce la même? Jamais. Que la dernière était jolie, on s'en allait sur les gazons par les dimanches de folie. Raison. Et vous avez encore l'audace de me dire ça sous le nez? Pour vous, nous n'avons pas de place. Allez-vous-en chez les damnés. Oh, là-bas on vous fera fête, monsieur le... Tenez, au fait, qu'avez-vous été sur terre? Poète. Je faisais des vers, vous savez. Comment? Poète? Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Entrez donc, vous êtes chez vous. Ça fait très plaisir d'être à Montpellier, je ne suis pas montpelliérain et je trouve cette ville très agréable. Et pas que ce soir, mais même ce soir. Je voudrais déjà vous remercier évidemment d'être venu. Cette pièce est un bijou qui m'a été offert par quelqu'un que vous connaissez pour la plupart. Et je trouve que voilà, ça fait du bien aussi de ramener quelques bons mots aujourd'hui à notre époque, etc. Donc merci à vous beaucoup d'être venus. Je voudrais remercier Grégory qui a fait un super boulot sur la lumière. Je voudrais aussi dire également, si vous êtes venus par billet réduit, ce qui doit être le cas pour la plupart d'entre vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires évidemment si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à des gens que vous n'aimez pas, éventuellement dites-leur de venir. Mais ça nous aide beaucoup évidemment, puisque aujourd'hui, comme à l'époque, hein, pour la critique, ça aide énormément d'en avoir, en tout cas sur la pièce. Je voudrais maintenant appeler la personne qui est responsable de tout ça, finalement, qui s'appelle Monsieur Axel Sénéquier, qui s'il veut bien descendre, qui est l'auteur de cette pièce, Montpelliérain, évidemment. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi, Rostand, Très bien. J'ai joué la première fois à la Tirade des Nez en CM2, donc ça me ramène à quelques années. Voilà. C'est un auteur qui m'a toujours été très cher. Je suis heureux de pouvoir lui rendre un hommage. Merci.